Je veux dire, là où le filet est passé, il n'y a plus d'algues, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, déjà. Hein. Mais surtout, on a dit que la Terre captait le carbone, mais la mer capte bien plus de carbone que la Terre. Il y a bien plus, mais infiniment plus de carbone au fond de la mer que sur la Terre. Ça ne se voit pas. Donc, voilà, la mer capte le carbone, tout ça, ça descend gentiment, et boum, c'est de la boue au fond. Alors, quand c'est les grands puits à 10 km, personne ne racle les fonds. Mais quand c'est justement très poissonneux, c'est-à-dire à 200 mètres le plateau continental, il y a beaucoup plus de poissons, et donc on les racle jusqu'au bout. Et quand on les racle, on remue la boue, qui est tout le carbone qui a été stocké, et tenez-vous bien, c'est vrai que j'ai vérifié 5 fois ce chiffre avant de l'écrire, les chalutiers réchauffent autant la planète que l'ensemble du transport aérien. Les chalutiers réchauffent autant la planète que 300 millions de voitures. Et donc, vu comme ça, moi je dis, arrêtons la guerre franco-anglaise autour des chalutiers. L'humanité exige qu'on arrête purement et simplement le chalutage en eau peu profonde. Ces pêcheurs qui se battent entre les Anglais et les Français, il faut les transformer en éleveurs de poissons. Et il y a un endroit génial pour élever le poisson, c'est nos éoliennes en mer. Je veux dire, il y a 2500 éoliennes en mer en Europe, dont une en France. Voilà, cherchez l'erreur. Alors ça y est, on en met 80 au large de Saint-Nazaire et 60 au large de Saint-Brieuc. Mais on n'a pas été jusqu'au bout. Au milieu de ces 80 éoliennes au large de Saint-Nazaire, évidemment qu'il faut accrocher des élevages de poissons. Et on va peut-être pouvoir résoudre les deux questions en même temps, produire un peu d'électricité nettement mieux en mer qu'en terre, parce qu'il y a plus de vent quand même en mer qu'en terre, et produire le poisson au lieu d'assécher les mers. Et en plus, comme c'est à 20 km, les inconvénients de l'élevage de poissons, ils seront quand même loin des baigneuses. Donc, il y a plein de solutions, mais il y a aussi plein de causes qu'on n'a pas fini de regarder. Et moi, je dois dire que maintenant, je regarde le poisson différemment, en disant, mais ce poisson-là, est-ce qu'il a été chaluté avec un chalut, qui a réchauffé la planète comme un malade du coup, je ne sais pas. Je prends du poisson des vaches. Merci. On va revenir à l'agriculture, parce que après ce détour par la pêche, c'était intéressant ce chiffre que vous avez donné sur le chalutage, c'est effectivement impressionnant. Du coup, je n'ai oublié ma question. Oui. Non, je voulais poser une question sur le prix des produits agricoles ici en Europe, puisque on a des propositions qui, tout à l'heure on entendait doubler ou tripler le nombre d'emplois pour produire. Ça va forcément avoir un impact sur le coût du produit final. Est-ce que, au niveau des chambres d'agriculture, vous réfléchissez à ça? Est-ce que c'est négocié au niveau européen aussi, parce qu'évidemment on ne peut plus raisonner à l'échelle de la France seulement, en tout cas dans le contexte actuel. Voilà. Comment est-ce que, M. Renaud, vous pouvez nous faire part de l'état de vos réflexions sur ce sujet-là? Alors, l'agriculture n'a pas échappé aux différents, à la loi du marché, et aujourd'hui un certain nombre de denrées sont sur les cours mondiaux. Donc, si effectivement on veut augmenter le prix des denrées agricoles, il faudra trouver des acheteurs. Et il ne faudrait pas que les acheteurs regardent en dehors de la France. La difficulté, elle est là aujourd'hui, c'est comment rémunérer le monde agricole, et entre autres, il y a des lois qui ont été adoptées, je pense aux lois Egalim 1 et Egalim 2 qui vient d'être adoptées il y a quelques semaines au Sénat, et les décrets commencent à sortir, sur justement comment intégrer le coût de production dans le prix final au consommateur. Alors la difficulté, ça a été dit, on le voit avec les labels, on le voit avec l'agriculture biologique, les gens sont prêts à mettre un peu plus cher sur des produits particuliers. Mais est-ce que le grand public, est-ce que la masse est prêt à mettre ce prix supplémentaire? Je ne le crois pas. J'en veux pour preuve, il y a un certain nombre de denrées agricoles qui sont en train de monter en flèche en prix aujourd'hui,
Il y a eu l'exemple de la baguette donc lié au prix du blé tendre. Il y a le blé dur qui a augmenté fortement et il y aura le prix des pâtes qui va augmenter. Mais il y a aussi toutes les énergies, toutes les utilisations, que ce soit le gaz, que ce soit le gaz ou le pétrole pour les transports. La transformation est en train d'augmenter. Donc là aussi, et la difficulté aussi pour nos dirigeants, c'est toujours le pouvoir d'achat des consommateurs. Alors la politique agricole a été mise en place il y a de nombreuses années, début des années 60, c'était justement pour remettre de la production dans nos pays, au sein de l'Europe. À l'époque, on avait une certaine, on avait ce qu'on appelait la préférence communautaire, c'est-à-dire que l'Europe était coupée du monde sur les marchés. On achetait d'abord en France et après on allait chercher à l'extérieur pour privilégier. Aujourd'hui, la politique agricole, elle a un volet environnemental assez important, peut-être pas suffisant, mais sur un certain nombre de points. Mais il y a un certain nombre d'aspects et de contraintes et de conditionnalité, voilà, je cherchais le terme, sur les agriculteurs pour pouvoir toucher les aides européennes. Et pour certains, ce n'est pas suffisant. Pour ceux qui le vivent, ça peut être vécu comme une contrainte. Donc c'est comment concilier tout ça. Allez. Ça me motive parce que je viens de terminer hier un article sur l'augmentation du prix du pain. Donc j'ai tous les chiffres dans la tête. Bien. En 1960, 38% des revenus des Français servaient à acheter la nourriture et seulement 15% à se loger. On dépensait 2 fois plus pour se nourrir que pour se loger. Aujourd'hui, 14% des revenus des Français sont pour acheter la nourriture, 16% pour se loger. Aujourd'hui, on dépense plus pour se loger que pour se nourrir. Et on arrive à une chose inouïe pour notre génération, on dépense autant pour nos loisirs maintenant que pour manger. On dépense autant en téléphone portable, en sortie au cinéma, etc. Autrement dit, la nourriture maintenant, c'est peanuts de chez peanuts. Alors, il y a des gens qui dépensent moins. Bon, déjà en Europe, il y a les pays du Sud, ceux qui aiment manger, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, on est que 5 qui vont manger. On est entre 13 et 15%. Les autres pays, c'est 10-11. Bon, tout le monde sait que quand on va en Hollande, ce qu'ils appellent manger, c'est prendre un pain de mie carré. Alors déjà, moi, le mot pain de mie, il y a le mot pain qui me choque, un jambon carré, un fromage carré, un autre pain de mie carré, manger ça devant son ordinateur. En France, je vous signale qu'il y a les règlements d'entreprise qui disent pas moins de 3 quarts d'heure pour manger, et puis à la cantine avec un plat chaud, enfin entrée, plat, dessert, quand même, hein. Parfois fromage. Bon. Mais enfin, je vous rassure, du coup les Hollandais dépensent beaucoup moins de nous pour se nourrir, mais il n'y a aucun Hollandais qui dit la Hollande est la patrie de la gastronomie. Ils savent tous que c'est la France, hein. Quand ils veulent bien manger, ils viennent en France. Bon. Il y a bien pire que nous. Les Anglais, ils sont à 8,5. On comprend, c'est le Brexit, ils sont ailleurs, quoi. Bon, moi, la gastronomie anglaise, elle ne me fait pas vraiment envie. Et il y a pire que le pire, il y a les États-Unis. Les États-Unis, ils en sont à 6. Aux États-Unis, on dépense 2 fois moins de pourcentage de son salaire pour se nourrir que nous. Alors, il y en a plein qui adorent les États-Unis. Attends, vous trouvez ça bien, les États-Unis? Déjà, vous avez remarqué, moins on dépense pour la bouffe, plus on est obèse. Hein, c'est marrant quand même, enfin c'est comme ça. Et ces gens-là dépensent 2 fois moins que nous pour se nourrir, 2 fois plus pour se soigner. Et donc moi je dis, pour moi, 14%, c'est la limite basse. Il ne faut surtout pas passer comme les Anglais à 8% et encore moins comme les Américains 6%. C'est évident. Et donc on a besoin, pour bien vivre, de bien manger, en bonne compagnie. Donc, 14%, c'est pas cher. Et il faut se rendre compte que, merci les agriculteurs, les Français se sont payés intégralement ce petit objet avec les économies sur la bouffe. Alors, la baguette. Si on prend le salaire minimum, un ouvrier au salaire minimum, quand on a inventé le salaire minimum, en 1950, avec une heure de salaire, il se payait 5 baguettes et demie. Un ouvrier aujourd'hui au salaire minimum se paye 11 baguettes et demie. Et là, je vous parle de la baguette de base. Vous savez, enfin, moi, j'en prends plus des baguettes de base. Moi, je prends
du complet aux céréales, de campagne, tradition, etc. Donc moi, je n'achète pas la baguette à 89 centimes en moyenne, je l'achète à 1,20 €. Bon, et alors? Ben alors, on va me rajouter 5 centimes sur la baguette. Et entre parenthèses, on dit, il vient de le dire, on rajoute de l'argent sur la baguette parce que le blé augmente. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de blé dans la baguette. Il n'y en a plus de blé dans la baguette. Enfin, en termes de prix. En termes de prix, dans la baguette, le blé, c'est 5%. Donc, d'accord, 5% de la dépense, qui est le blé, va augmenter. Enfin, il n'y a pas de quoi augmenter de 10 centimes la baguette. La baguette, c'est d'abord des salaires et charges sociales. La moitié de la baguette, c'est salaires et charges sociales, ben, elles augmentent. Ensuite, c'est l'énergie. Évidemment que le boulanger est bien obligé de chauffer son four, et vu l'augmentation du prix de l'énergie, ben, il le paye. Ensuite, c'est le loyer. Le boulanger il est bien obligé d'être en centre-ville, puisque c'est là que sont ses clients. Ben, ça augmente beaucoup. Et puis l'emballage, et puis le truc, et puis l'amortissement de la machine, etc. Et accessoirement, il y a 5% de blé. Mais, donc, la baguette va augmenter, émotion totale en France. Ben, émotion totale parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, pour les Chinois, la famine, c'est la pénurie de riz. Pour les Mexicains, la famine, c'est la pénurie de maïs. Pour les Africains, c'est la pénurie de mil ou de manioc. Pour les Français, c'est la pénurie de pain. Parce que des pénuries de pain, il y en avait. Je vous rappelle que c'est quoi qui manquait le 14 juillet 1789, place de la Bastille? C'était du pain. Bon. Et il ne faut pas se fixer sur les livres d'histoire qui expliquaient que Louis XIV faisait bombance. Pendant que Louis XIV faisait bombance, les Français mangeaient du pain, point. Enfin, du pain et du vin. Partout où on pouvait faire du blé, on faisait du blé. Et là où les terres étaient trop pauvres, on mettait de la vigne. Et puis est arrivé Parmentier, c'est pour ça que Duchémier est très connu, mais Parmentier aussi, parce qu'il a dit, ben, j'ai une autre idée, on va manger du pain et des pommes de terre. Et il se trouve que les mauvaises années pour le blé ne sont pas forcément les mauvaises années pour les pommes de terre, donc ça a quand même baissé. Mais pour situer, le pain a eu des tickets de rationnement en France jusqu'à novembre 1949, 4 ans après la fin de la guerre. Le préfet de police fixait le prix du pain à Paris jusqu'en 1986. Donc le pain, c'est quand même cette histoire millénaire qu'on a récitée. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si on le faisait, c'est que ça manquait. Mais encore en l'an 1900, c'est pas si vieux, en l'an 1900, on se sifflait chacun 900 grammes de pain par jour. Aujourd'hui, 120 grammes. Donc c'est rien du tout, le pain c'est le gâteau qui accompagne. Mais dans l'imaginaire, le prix du pain c'est tabou. Mais la réalité c'est qu'il n'y a pas un seul Français qui ne puisse pas se payer une baguette. Arrêtons. Mais la réalité aussi c'est que la culture ça existe et qu'on a beaucoup augmenté notre niveau de vie, mais que plus de la moitié de notre niveau de vie maintenant c'est ce qu'ils ont inventé, les dépenses contraintes. Donc on a l'impression que ça, de toute façon, on ne les a pas. Hein, le loyer, le crédit de la bagnole, voilà, etc., l'assurance et tout. Et donc dans ce qui me reste, il n'y a que ça pour lequel je peux arbitrer, et j'arbitre entre des fringues, ou changer le téléphone portable plus vite, ou du pain. Et donc pour se payer des fringues et changer le téléphone portable plus vite, on est prêt, alors peut-être pas à lésiner sur le pain, mais à lésiner sur la bouffe. Mais moi je dis, arrêtons. Il y a quand même un mot d'ordre qui est facile à dire et aussi très bon pour la planète. Changeons moins souvent ce petit appareil et faisons-nous une bonne bouffe de temps en temps et payons correctement les agriculteurs pour qu'ils nous le fassent. Bon, finalement, c'est pas si difficile de vivre heureux. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément... Tout le monde reconnaît qu'il y a ce rapport à la nourriture qui est faussé en France, dans les nouvelles générations. Moi, j'ai un cas exceptionnel, mon fils adore le bœuf bourguignon, donc c'est la fête quand je lui en fais, mais la majorité de sa génération, c'est de la fête, c'est au McDo ou ailleurs, quoi. Donc il y a un problème d'éducation de la population. Le raisonnement que vous tenez, il est
imparable. Mais je vous donne un chiffre pour donner à votre fils. Oui, quand il prend un double cheeseburger avec fromage, et ben dedans, il y a 11 kilos de gaz à effet de serre. Quand il prend un sandwich jambon-beurre, crudité, il y a 700 grammes de gaz à effet de serre. Il y a 17 fois moins de gaz à effet de serre dans un sandwich bien français, jambon-beurre, sans fromage, hein, jambon-beurre crudité, que dans un cheeseburger bien dégoulinant Merloc. Voilà, ben ça c'est des choix dans la vie. Donc il y a du travail d'éducation à faire. Tout à l'heure, M. Renaudot voulait vous parler de renouvellement génération. J'ai tiqué un peu, j'ai dit, mais quel lien avec le changement climatique? Si, il y en a un, parce qu'aujourd'hui on a un problème d'attraction du métier d'agriculteur, et ce métier, il va être de plus en plus difficile à exercer du fait des contraintes liées au changement climatique. Et donc, du coup, il y a un souci de renouvellement des exploitations. C'était un chiffre qui m'impressionnait, c'est que la moitié de la surface agricole utile en France va changer d'exploitant dans les 10 prochaines années. Donc, un gros défi. Oui, effectivement, que ce soit en agriculture, comme quand j'en discute avec mes collègues de la Chambre de métier ou de la Chambre de commerce, c'est exactement pareil. La moyenne d'âge des chefs d'entreprise est de plus de 50 ans. Donc ce renouvellement, il est à faire dans toutes les entreprises françaises. Et derrière ça, c'est comment attirer des gens, comment attirer des jeunes, des moins jeunes. Et je le disais à table tout à l'heure, je fais partie de cette génération qui a démarré agriculteur, j'ai 56 ans, et qui finira agriculteur. Par contre, la nouveauté, du fait aussi de la baisse du nombre d'exploitants, il y a moins de fils d'agriculteurs qui s'installent, et de toute façon, il n'y en aura pas assez pour faire le renouvellement. Et ce que l'on voit depuis un peu plus de 10 ans, mais le monde agricole, il est devenu, comme toute la société, en fait, les gens viennent dans l'agriculture pour un bout de leur carrière. Contrairement à ce que j'ai pu faire, à ce que mes parents ont fait, d'autres l'ont fait tout au long de leur carrière. Aujourd'hui, on voit des gens qui démarrent agriculteurs tout début, et une fois que le projet est fait, est passé, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, alors ça peut être lié à la période sur laquelle ils ont contracté des emprunts, ils arrêtent, pour X raisons, ils repartent. On voit des gens arriver, après un bout de carrière dans un autre secteur d'activité, on les voit arriver à 30 ans, à 40 ou 50, et qui feront là aussi une partie de leur carrière dans l'agriculture. Et ça, on le prend en compte aujourd'hui parce que c'est important et c'est un changement de paradigme assez fort. Derrière ça, alors a été évoqué tout à l'heure qu'on aura besoin de bras, il faudra trouver des gens, parce que dans ce que vous citiez, effectivement, mais il faudra trouver des gens qui ont envie de se pencher pour travailler. Parce que ça, c'est la difficulté aussi en France, c'est la pénibilité. Alors, je prendrai l'exemple de 2020. 2020, on était tous confinés. Enfin, j'allais dire plus vous que nous, parce que nous, on avait cette chance, c'est qu'en agriculture, on faisait partie des métiers prioritaires et on pouvait circuler. Et par rapport à nos différentes activités. Et on a eu des pénuries de main-d'œuvre parce que, évidemment, que ce soit des salariés temporaires, alors c'était pour la cueillette des fruits ou des légumes au printemps dans un certain nombre d'exploitations, et principalement de la main-d'œuvre qui venait de l'étranger. Donc il a été fait appel, il y a des mouvements qui se sont lancés pour faire appel à de la main-d'œuvre locale. Alors, on a vu toutes sortes de publics débarquer. Bon, ça, c'est pas gênant. Après, ils n'ont pas tous travaillé, parce qu'il y en a certains, ils s'étaient inscrits parce que c'était l'opportunité pour, justement, sortir du confinement. J'ai l'exemple d'un producteur de fraises qui, au bout de quelques heures de cueillette de ses nouveaux salariés, soit il n'avait pas pensé la consigne, soit il était daltonien, mais les fraises étaient toutes vertes et rouges. Il y avait toutes les couleurs dans la caisse. Et un certain nombre sont venus que pour 1 heure, 2 heures ou quelques journées. Bon, il y en a d'autres, et ça c'est très bien, il y en a
d'autres qui ont trouvé effectivement un attrait et qui seront présents et qui peuvent reprendre. La spécificité à la rentrée scolaire 2021, c'est les lycées agricoles et les maisons familiales, parce qu'on a une particularité en agriculture, c'est que nous, on ne dépend pas du ministère de l'Éducation nationale. C'est le ministère de l'Agriculture a un certain nombre de facettes, que ce soit la recherche, l'INRAE en fait partie, et que ce soit l'éducation, dépendent de notre ministère. Les lycées et les maisons familiales ont eu une recrudescence des candidats à venir se former. Tant mieux. Après, ça c'est la formation de base. J'espère que ça se transformera par des gens qui resteront soit dans l'agriculture, mais soit comme chef d'exploitation, soit comme salarié, parce que l'agriculture a une multitude de facettes et est très, très importante. Alors après, je vais reprendre l'exemple de mon département, donc le département voisin des Deux-Sèvres, qui a une particularité, a une production en élevage assez importante, et c'est le vivier du renouvellement aussi. Parce qu'il y a de l'élevage, il y a un nombre d'agriculteurs importants sur mon territoire. Derrière, il y a des outils de transformation, que ce soit des abattoirs, que ce soit des laiteries. Ça, on a une panoplie, j'allais dire, et j'en suis fier, importante dans le département. On était Poitou-Charentes, on était le premier département d'élevage de Poitou-Charentes. Maintenant qu'on est en Nouvelle-Aquitaine, on est deuxième. Certes, c'est les Pyrénées-Atlantiques, ils ont le double d'agriculteurs que nous, donc je ne peux pas rivaliser avec eux. Mais c'est la même chose en termes d'installation. On était premier en Poitou-Charentes et on est deuxième, derrière les Pyrénées-Atlantiques. Donc il y a une dynamique de ce côté-là, il faut qu'on la maintienne. Alors, on a des gens qui ne sont pas issus, donc on les appelle hors cadre familial, on n'a pas trouvé de mots, d'intitulé plus vendeur ou plus joli, mais tous les gens qui viennent de l'extérieur, alors c'est une évolution aussi, ils viennent pour un projet de vie, pour certains. Et le souci, ça va être pour nous, notamment dans l'élevage, c'est de retrouver des gens qui ont envie de reprendre des élevages qui existent, ou qui ont envie de rentrer dans des structures associatives qui existent, type GAEC, le GAEC étant la structure qui était fort développée depuis les années, fin des années 70, début des années 80, et pour maintenir la production sur